J'ai le plaisir de vous présenter Chaos d'Esprit, que beaucoup connaissent, à propos d'un livre, le deuxième de notre collection Cercle de l'Aréopage. Ce livre a pour titre Saint-Pétersbourg, capitale spirituelle et intellectuelle. Et on peut dire que cette ville, en quelque sorte, a fait basculer la Russie dans le monde occidental, XVIIe, XVIIIe siècle. Ce livre est le résultat, le fruit de plusieurs conférences qui ont eu lieu dans le cadre du Cercle. Mais ce travail était bien augmenté et sans prétention, on peut dire que c'est un livre d'art et il peut servir d'introduction à la connaissance des grands auteurs qui ont illustré la littérature russe et il peut servir de préparation à un voyage, d'ailleurs que vous-même vous organisez régulièrement. Tout à fait. Alors, ce livre, c'est le résultat de 23 années à Saint-Pétersbourg réunies en 23 voyages. Mais il est particulier dans ce sens que je ne m'occupe que de la culture, c'est-à-dire que Saint-Pétersbourg est une capitale culturelle, c'est reconnu comme tel, et depuis la création de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand, il a utilisé la culture pour faire une nouvelle Russie, en quelque sorte. Donc vous avez raison, la musique, la poésie, la littérature. Alors je parle des grandes écoles, je parle de toute cette comment dirais-je, oui, cette recherche culturelle que Pierre le Grand a fait pour transformer un peuple qui était resté à l'esprit médiéval et clérical. Il en a fait un pays moderne parce qu'il voulait l'ouvrir commercialement, militairement, tout ça avec l'Occident. Alors oui, alors c'est pour ça que on dit quelquefois Saint-Pétersbourg, fenêtre ouverte sur l'Europe, c'est certain. C'est pas Pouchkine qui l'a dit, contrairement à ce que l'on dit. C'est un Italien qui a écrit un livre sur Saint-Pétersbourg, entre autres sur des voyages qu'il faisait. Alors, moi je connais bien Saint-Pétersbourg, c'est une ville qui m'a passionné dès que je l'ai rencontrée, et que je l'ai piétinée, si j'ose dire. Je suis allé à Saint-Pétersbourg pour présenter un compositeur français qui s'appelle Déodat Sévrac. Et à ce moment-là, la directrice d'une association culturelle importante m'a dit « On voudrait effacer 70 ans de bolchevisme. Qu'est-ce que l'on peut faire ?» Alors c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Saint-Pétersbourg et notamment au ballet russe, qui a été le premier thème que nous avons développé et ce qui a été l'enjeu d'ailleurs de mon premier livre qui s'appelle Serge Pavlovitch de Diaghilev, un pont entre la Russie et la France. Ce livre est complémentaire en quelque sorte de celui-ci, puisque dans celui-ci je parle de tout, sauf de la peinture et de la danse. Et alors que chacun connaît l'école de danse russe, qui est une école absolument extraordinaire, mais qui est née de la culture française. C'est en 1734 que la fille de Pierre le Grand fait venir un maître de ballet pour apprendre à danser au personnel du palais, des palais. Et c'est un peu comme sous Louis XIV qui faisait sa culture en faisant des danseurs. Et bien là, ça a été la danse et la musique. Alors la musique est consubstantielle à la vie de Saint-Pétersbourg. Parce que Pierre le Grand a eu l'idée il a eu beaucoup d'idées pour moderniser son pays. Interdiction des barbes, costumes à l'européenne, et surtout, on leur apprenait de la musique européenne et la musique russe, si tant est qu'il y ait eu vraiment une musique russe, n'était pas prise au sérieux. En fait, c'était surtout de la musique liturgique. Alors quand on connaît tout ce que la musique russe a donné de grands noms,
Alors bien sûr, elle naît vraiment au XIXe siècle, dans les années 1830, quand Mikhail Glinka prend conscience qu'il faut créer une musique nationale. Et à ce moment-là, il va marier la musique populaire avec la fugue occidentale. Et cette réaction est dans la lignée de celle de Pouchkine, qui va relancer la langue russe, parce que jusqu'avant, comme dit Pouchkine, il parlait la langue de l'Europe, c'est-à-dire le français. Eh bien, Glinka, lui, faisait de la musique italienne, et là, ensemble, ils ont refait la culture dont est issue toute la culture du XIXe siècle, les grands poètes, bien entendu, les grands musiciens. Alors, dans mon livre, je donne bien entendu une grande partie, un grand chapitre à la musique à Saint-Pétersbourg, un grand chapitre à la musique, aux écrivains de Saint-Pétersbourg. Et le premier, on y revient toujours, c'est Pouchkine qui a inventé le mythe de Saint-Pétersbourg. On n'a pas le temps ici d'en parler, c'est toute une aventure, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Alors, je parle bien sûr de ces écrivains qui sont d'abord Pouchkine, mais aussi, comment dirais-je, Mikhaïl Lermontov. Les amis l'appelaient Michel. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Il y a bien sûr Dostoïevski, dont toute une partie de son œuvre se passe. D'abord, il vit 40 ans dans Saint-Pétersbourg, et il a un Saint-Pétersbourg qui n'est pas celui de Pouchkine, de toute façon. Il y a un autre qui s'appelle Gogol. Gogol, tout le monde connaît Gogol. Gogol s'est rendu célèbre par ses nouvelles de Saint-Pétersbourg, dont une qui s'appelle La Perspective Nevsky. Alors il y a d'autres auteurs qui ont été aussi des auteurs de Saint-Pétersbourg. Il y a Zinaïda Hippius qui finira sa vie en France, qui a été la grande prophétesse en quelque sorte du symbolisme à Saint-Pétersbourg. Il y a eu Bloch, alors qui a mal tourné, puisqu'il a collaboré beaucoup avec le régime soviétique, dont il est mort d'ailleurs, puisqu'il se faisait des idées comme souvent ce qu'on appellerait les bobos, et il est mort d'épuisement, il est mort de découragement, comme son camarade Essénine, le jeune Essénine, qui est mort pendu dans sa chambre. On n'a jamais su si c'était vraiment lui qui s'était pendu, et il y a de bonnes raisons pour que ça ne le soit pas, mais il commençait, comme il avait compris que la culture soviétique était un mensonge permanent et qu'elle s'attaquait à ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire la terre russe. Il était fils de Koulak, et il n'a pas eu le courage de vivre. Alors, il s'est d'abord enfermé dans l'alcoolisme, et jusqu'à ce suicide, entre guillemets, qui a eu lieu dans un hôtel de Saint-Pétersbourg. Après, c'est marrant parce qu'à peine était-il mort qu'on l'a fait disparaître de partout. On ne le citait plus, alors qu'avant, il était le héros poétique russe, et j'ai bien dit russe, pas soviétique, un peu aussi, mais il chantait, je veux dire, sa terre surtout. Alors la terre russe, c'est son grand... Alors là, plus il disparaît, on ne trouve plus ses livres, et il devient, et il est toujours un des grands, très agréables poètes. Lisez donc sa prose, c'est extraordinaire. Il y a Brodsky, bien sûr, il y a d'autres, je ne peux pas les citer tous. Ils se réunissent dans des milieux, et notamment dans l'immeuble Mourouzi. J'en profite pour signaler que la préface de mon livre a été faite par le prince Constantin Mourouzi, et qui est le président d'une association pour Saint-Vladimir. Saint-Vladimir et l'association européenne de Saint-Vladimir. Alors que dire encore de Saint-Pétersbourg? Il y aurait tellement à dire, et
j'en dis beaucoup, mais toujours avec ce petit regret, cette petite soif de ne pas pouvoir livrer tout ce que j'ai à dire sur cette ville merveilleuse. Alors, bien entendu, Saint-Pétersbourg est une architecture particulière, et on la considère comme un musée de l'architecture du XVIIe, XVIIIe siècle, et en fait, on retrouve tout à Saint-Pétersbourg, depuis la maison de bois de Pierre le Grand, qui était au milieu d'un village de bois, un village à la manière des autres villes russes, mais là, très vite, au début, Pierre le Grand n'a pas l'intention de faire une ville, il a simplement fait une forteresse, et pour défendre le pays contre les Suédois qui veulent attaquer le pays. Alors, cette première maison, très vite, il va faire venir des architectes parce qu'il veut dérussifier les Russes. Et il fait venir des architectes italiens, des Allemands, Français et des urbanistes qui sont français. Alors au début, français ou italiens, enfin, c'est toujours un mélange d'Européens. Au début, il va demander à Trésigny de faire un modèle type, parce que c'est un organisateur et un gestionnaire, et tout le monde, selon son rang, doit avoir tel style de maison. Mais la fantaisie aidant. Et alors, au début, ce qu'il veut faire, c'est une maison dans le style... pas une maison, une ville dans le style d'Amsterdam, qu'il connaît bien, parce qu'il a travaillé, il a vécu à Amsterdam. Et mais quand il va venir en France, en 1726, je crois, je me souviens plus de la date, il va être estomaqué par Versailles, et il va demander à Leblond, un architecte, de venir faire le plan de Versailles, le plan de Saint-Pétersbourg, qui est basé autour de 3 avenues, comme les 3 avenues qui partent du château de Versailles. Versailles va être un des modèles, bien entendu, et va être encore un des modèles chez ses successeurs, puisque la France va avoir beaucoup d'importance dans la culture russe, jusqu'au XIXe siècle, où les slavismes vont essayer de faire une autre architecture. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à côté du théâtre Alexandrinsky, un beau théâtre dorique, vous avez un immeuble qu'on appelle de style russe, un style médiéval, et qui n'a donc plus rien à voir avec Saint-Pétersbourg. Et un des immeubles, enfin des monuments les plus célèbres de Saint-Pétersbourg, c'est la cathédrale sur le sang versé, qui elle est vraiment dans un style russe. C'est en 1883, je crois, quand Alexandre III veut re-russifier et faire disparaître l'architecture, pas d'y faire disparaître, non, remplacer l'architecture néo-baroque ou classique par un style de coupole, enfin bon, c'est pourtant cette église que l'on représente partout pour représenter Saint-Pétersbourg. Mais ça fait partie des choses que l'on croit éternelles et en fait qui sont récentes, comme les poupées russes, qui ont été inventées à la fin du 19e siècle et même vraiment en 1901, et qui maintenant paraissent comme de tout temps être le symbole de la Russie. Alors, venez visiter Saint-Pétersbourg, vous ne serez pas déçus. J'organise effectivement pour des associations des voyages à Saint-Pétersbourg. Le prochain est prévu du 16 septembre au 23 septembre. Et le livre va être disponible dans les jours qui viennent. Je vous invite à venir à l'acheter parce que c'est quand même un très beau livre. Et puis vous pourrez le trouver bien sûr chez votre libraire habituel et pourquoi pas ici au parloir du Vieux Colombier. Ça va ?